Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite un très bon début d'après-midi. On va passer une heure ensemble. J'espère que ce sera agréable et bénéfique pour tout le monde. Je me présente en deux mots. Je m'appelle Eric David. Je suis un ancien directeur industriel, achat et supply chain. J'ai 60 ans. J'ai passé toute ma vie dans diverses industries, dans divers pays. Et je suis professeur à l'EM Lyon, ce qui m'amène à aborder le sujet du numérique dans la supply chain, qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. J'espère que vous allez trouver intéressant les idées qu'on peut aborder et j'espère que vous aurez beaucoup de questions à poser dans la deuxième partie. La première partie que je commence tout de suite et qui va durer à peu près un quart d'heure, 20 minutes, c'est une présentation, une sorte d'état des lieux très rapide du sujet. Et je voudrais la commencer tout bêtement en, avec un peu sur le mode de la provocation en disant que bon, il y a des gens qui se disent tout ça, ce sont des effets de mode, vous savez, utiliser du big data, du cloud, de l'intelligence artificielle, c'est très joli, ça fait les choux gras des journalistes, des gourous et autres consultants, mais que dans la réalité pratique des entreprises, peut-être que tout ça, c'est un peu de la science-fiction ou en tout cas très, très surfait. Et puis évidemment, on a des gens qui vous racontent le contraire, qui vous racontent que demain, on sera immortel et je ne sais quelle fadaise de singularité dans laquelle les robots se reproduiront, les ordinateurs feront des petits et il n'y aura plus besoin des humains sur Terre. Donc on vit dans un monde qui est un peu étrange, euh, comme tous les sujets qui sont un peu clivants, comme on dit aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel on trouve beaucoup d'extrêmes et en fait peu de modérés. Les modérés, il y en a beaucoup. C'est vous, c'est moi, mais on les entend moins que les autres, forcément, ils font moins de bruit. Alors, le but du jeu aujourd'hui, c'est de mettre les pieds sur terre, sans jargon, et de regarder concrètement un certain nombre d'applications qu'on peut faire. Bien évidemment, on va les balayer très très vite. J'espère que parmi toutes ces applications, certaines retiendront votre attention et qu'on en reparlera après dans la deuxième partie. Alors, première des choses, pourquoi c'est à la mode? Parce qu'évidemment, il y a un problème de progrès technique. Le progrès technique, il a toujours existé. Vous savez, un jour, on a inventé les silex taillés, un jour, on a inventé le feu, un jour, on a inventé la roue, un autre la boussole et un autre les moulins à vent. Donc, il y a toujours eu des progrès. Ce qui nous fascine un peu aujourd'hui, c'est que euh, depuis un siècle, on a un peu peur du progrès. Alors, beaucoup de gens disent ça remonte à la bombe atomique en 1945, mais en fait, vous ne faites pas d'illusions. Déjà, pendant la Première Guerre mondiale, les gens disaient la chimie, ça sert à tuer des gens avec des gaz de combat. Donc, c'est pas nouveau. L'idée que la technologie est mauvaise, si vous remontez au début du 19e siècle, vous avez eu les révoltes des canuts, en Angleterre, les Luddites. Vous savez, les gens qui cassaient les métiers à tisser en disant, mais vous vous rendez compte, c'est catastrophique, nous allons tous mourir, la terre va exploser parce qu'on a inventé les métiers à tisser et on va tous être au chômage. En fait, il y a énormément d'émotionnel autour de cette notion de progrès et donc on l'investit de beaucoup d'idées, comment dire, enfin d'idées qui ne sont pas à leur place. Le progrès, il est ni bon ni mauvais, c'est juste l'apparition ou le remplacement d'outils techniques par d'autres. Il y en a toujours eu. Après, ce qu'on en fait, c'est une question de morale, c'est une question d'éthique, c'est une question de politique, mais ça n'a rien à voir avec la dimension purement technique. Donc, moi, j'évacue ça tout en sachant que c'est un vrai sujet, mais c'est pas un sujet pour les entreprises qui font des projets, c'est un sujet pour les législateurs qui font des lois. Sinon, on mélange tout et on commence à dire que les entreprises citoyennes ne devraient pas mettre des antennes de radiocommunication parce que ça donne le cancer. Donc, on commence à raconter absolument n'importe quoi. Donc, il faut être sérieux. C'est où les antennes donnent le cancer et on n'en met pas parce qu'il y a une loi, ou elles ne donnent pas le cancer et alors on en installe. Et ce n'est pas à une entreprise de décider si elle met des antennes ou pas. Bon, donc ce débat est malheureusement placé dans un champ de force émotionnel et idéologique. Et je voudrais aujourd'hui placer notre petite discussion d'une heure sous des auspices un peu plus réalistes, avec les pieds sur terre et beaucoup de bon sens. En fait, ce progrès, quel qu'il soit, qu'on remonte, comme je disais tout à l'heure, au moulin à vent, à l'invention de la poterie ou à la machine à vapeur, en fait, tous les progrès qu'on a fait dans l'histoire ont toujours produit un certain nombre de changements, mais qui sont toujours dans la même liste. Et en fait, le numérique, c'est juste une étape de plus, c'est une marche de plus dans l'escalier, mais il retombe en fait sur exactement les mêmes choses. On essaie à chaque fois de diminuer le coût ou l'effort
pour obtenir plus de performance avec moins de dépenses. Toujours, on a toujours fait ça. L'accélération du temps, on essaie toujours d'aller plus vite. La miniaturisation des poids et des volumes, mais regardez, enfin, qu'est-ce que c'est qu'une salle de bain dans un hôtel au Japon? C'est miniaturisé. Pourquoi on fait des smartphones? Pourquoi on fait des trucs miniatures avec des puces qui tiennent dans la poche? La réponse, c'est parce qu'on a toujours cherché à faire plus petit. La réduction des distances, c'est on essaie, alors vous allez me dire, c'est lié à l'accélération du temps, parce que c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, c'est on essaie d'aller plus vite à l'autre bout de la planète. Donc en gros, les kilomètres passent plus vite. On va dire ça comme ça. L'interconnexion des acteurs, ça c'est un peu plus abstrait, ça veut dire que on met de plus en plus de gens les uns en communication avec les autres. On se doute bien qu'avec l'informatique avancée et les techniques numériques, on se doute bien qu'on est en plein cœur du sujet. La désintégration des rôles, c'est-à-dire que, on pourrait appeler ça la division du travail, le fait qu'on externalise, le fait que, au lieu de faire tout moi-même, j'en donne une grande partie à d'autres gens, qui eux-mêmes en donnent une partie à d'autres gens, et puis on le fait de plus en plus. Donc on atomise la répartition du travail, la division du travail. La standardisation des modèles, ça au contraire, ça veut dire qu'on a un peu l'impression que pour que les choses fonctionnent, il faut qu'on arrive à les mettre dans des standards, dans des petites boîtes. C'est assez évident. Si vous voulez brancher des prises, il vaut mieux que ça rentre, il vaut mieux que ça ait les mêmes dimensions standards. Et en fait, tout ce qu'on interconnecte doit être standard. Mais ça va beaucoup plus loin. Quand vous achetez un vélo, les dimensions des roues de vélo, c'est pas n'importe quoi. Les dimensions des roues de vélo, elles suivent certains standards. Enfin, tout suit des standards. Et aujourd'hui, on essaie, entre autres avec l'informatique, d'imposer un certain nombre de standards, mais il faut faire attention, on est encore loin d'être arrivé au bout. Quand vous achetez un robot, quand vous achetez un objet connecté ou quand vous achetez un dispositif de télécommunication, c'est en partie standardisé, mais encore pas complètement. On est toujours aujourd'hui au milieu du gué. Aujourd'hui, évidemment, les prises électriques sont standards. Mais regardez encore, il y a 20 ans ou 25 ans, il y avait plusieurs sortes de prises électriques rien qu'en France. Et en Europe, il y en avait plusieurs sortes. Aujourd'hui, en Europe, vous avez à peu près partout 2 sortes de prises uniquement. Allez, 3, si on met le neutre ou pas le neutre. Donc, la standardisation, c'est très très long, mais ça se fait partout. La bureaucratisation des pratiques. On fait de plus en plus de lois, de procédures, de règlements sur tout. On contrôle tout, on fait des certifications, on vérifie tout, on est toujours audité à propos de tout et de n'importe quoi. Et ça de plus en plus. Et puis, in fine, la concentration de puissance, c'est-à-dire on essaie de faire des choses de plus en plus puissantes. Ce n'est pas seulement par mégalomanie, c'est aussi d'abord pour des questions évidemment de bénéfices et de profit pour les entreprises, mais c'est aussi parce que quand on fait des fusions-acquisitions et qu'on regroupe, ou quand on met plusieurs produits dans un même catalogue, ou quand on met plusieurs usines dans la même entreprise, ben à la fin, on a plus de synergie, on a plus de puissance, plus d'impact, plus d'effet. Et en fait, vous pouvez regarder n'importe quelle invention dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours, peu ou prou, adressé un certain nombre de points dans cette liste quand ce n'était pas tous les points. Et le numérique, vous le retrouvez parfaitement là-dedans. Il traite tous les points que j'ai mis dans un ordre à peu près logique, en partant du simple avantage qu'est-ce que ça rapporte divisé par ce que ça a coûté, jusqu'à des choses un peu plus abstraites à la fin. Donc le numérique apporte beaucoup de choses, mais toujours dans la continuité de ce qu'on a toujours fait. Aller plus vite aujourd'hui avec du big data qui fait des calculs massifs en temps réel, ça n'est pas différent d'il y a un siècle quand on s'est dit on va transporter des choses avec des camions parce que ça ira plus vite qu'avec des carrioles à chevaux. C'est le même raisonnement. C'est exactement le même raisonnement. Bref, la question, c'est aujourd'hui comment on peut acquérir ces techniques au mieux, au plus vite, enfin sans perdre de temps, mais je dis bien les deux, au mieux et sans perdre de temps, ça ne veut pas dire trop vite. Et puis, s'assurer que ça a du sens. C'est-à-dire que quand on investit du temps, de l'effort et de l'argent, c'est qu'il y a un bénéfice réellement utile derrière. On ne le fait pas simplement parce que c'est un effet de mode. Les briques de base qu'on va utiliser, alors de manière générale dans ce qu'on appelle un peu pompeusement l'industrie 4.0 ou l'industrie du futur, j'aime pas trop ces termes ronflants, mais disons l'industrie numérique, l'industrie fortement numérisée. D'abord, on a des machines autonomes. Les machines autonomes, ce sont des machines qui non seulement sont automatiques, elles marchent toutes seules, mais c'est plus que ça. Votre machine à laver, elle est automatique. Vous appuyez sur un bouton, elle marche toute seule, mais elle n'est pas autonome. Elle ne change pas de direction, elle ne ralentit pas, et elle n'a pas de système d'alarme, ou tout au plus quand ça déborde, et encore.
Donc une machine autonome, c'est une machine qui capte des informations sur son environnement et qui est capable d'adapter son comportement. En gros, le petit robot qui fait le ménage, le petit aspirateur mobile autonome, bah, quand il rencontre un meuble, il change de direction. Il est un peu plus intelligent que s'il était simplement automatique. Virtualisation, ça veut dire qu'on utilise de plus en plus des objets dématérialisés. On remplace, alors historiquement, on a remplacé des papiers par des fax, puis par des emails, puis par des SMS, puis par tout ce que vous voulez. Mais au-delà de ça, dans un bureau d'études, par exemple, on remplace des objets physiques, des prototypes, par des prototypes virtuels, par des objets virtuels qu'on peut manipuler, non seulement visuellement, on peut les voir en 3 dimensions, mais on peut faire des tests dessus par simulation, on peut faire des véritables tests sur des prototypes, tests entièrement virtuels, comme si on avait fait un crash test d'une vraie voiture qui rentre dans un vrai mur pour voir comment la voiture se déforme. La virtualisation permet aujourd'hui de traiter extrêmement vite des objets qu'on n'a pas eu besoin de passer du temps et auxquels on n'a pas besoin de consacrer de l'argent pour les construire. On peut les faire beaucoup plus vite et beaucoup moins cher. Échange des données, c'est une platitude, c'est une lapalissade. On a besoin évidemment d'échanger toutes ces données, d'où le téléphone, les satellites, les réseaux, tous les systèmes de télécommunication. Les objets connectés, c'est tous les petits objets de la vie quotidienne. Je précise, dans la vie des entreprises, parce que le grand public, c'est certainement intéressant, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Tous les objets professionnels, qui vont d'une caisse ou une palette de transport à un matériel de mesure dans un laboratoire, en passant par un système d'alarme incendie dans une usine. Bref, tous ces petits objets peuvent être connectés. Il suffit d'avoir dedans une puce, une mémoire, un capteur, sinon ça ne sert à rien, un effecteur, sinon ça ne fait rien, et puis une antenne ou une prise, parce que si on veut qu'il soit connecté, il faut quand même qu'il y ait une antenne ou une prise. Et je rajoute par-dessus, évidemment, une batterie, parce que s'il n'y avait pas de batterie, il n'y aurait pas d'électricité. Donc, quand on parle d'objet connecté, c'est un petit objet, mais dans lequel on a rajouté toutes ces petites choses électroniques. Alors, peut-être que la différence entre ça et un robot, il n'y en a pas vraiment. Moi, ce que j'appelle robot ou machine autonome, c'est quelque chose de très gros et très sophistiqué. Ce que j'appelle objet connecté, c'est un tout petit et très simple. À vrai dire, la frontière entre les deux n'est pas toujours très très claire. Bref, quand on a des machines autonomes, beaucoup de fichiers qui représentent des objets virtuels ou des documents virtuels, beaucoup d'échanges de données, à commencer par Internet, mais pas que. Et une myriade, on nous promet des milliers de millions d'objets connectés. À échéance plus ou moins vaseuse de 5 ans, 10 ans, 20 ans, personne ne sait très bien, mais enfin en tout cas un grand nombre. Quand on a tout ça, évidemment, ça va attirer des criminels. Donc vous avez forcément des criminels qui vont rentrer dans le jeu. D'où l'intérêt de tout ce qui est cybersécurité. En gros, c'est au fur et à mesure que vous développez des systèmes sophistiqués, vous allez créer des vulnérabilités. Si vous ne vous protégez pas en même temps, vous allez être mort. Donc, ne pas le faire serait stupide, mais aller trop vite sans se protéger serait également stupide. Il faut, voilà, faut tourner le bouton pour se mettre au bon endroit. Quand on avance, on crée des faiblesses, et il faut, au fur et à mesure qu'on crée des faiblesses, il faut se protéger contre ces faiblesses. Enfin, en tout cas, il faut protéger ces endroits faibles. Donc la cybersécurité, c'est absolument incontournable. Évidemment, la cybersécurité en tant que telle, ça n'est pas de la supply chain, mais si vous avez des échanges de données avec des fournisseurs et des clients et des transporteurs, sans parler de la banque, la douane, l'assurance, etc., et que ce n'est pas protégé, je ne vous donne pas 6 mois avant que vous soyez victime d'une attaque majeure. Je mets la blockchain là-dedans parce que la blockchain permet d'authentifier des documents. Ce n'est pas sa seule fonction, mais c'en est une. Donc, personnellement, je mets la blockchain dans ces histoires de sécurité. Ensuite, vous avez le cloud. C'est le fait tout simplement, au lieu d'être propriétaire de vos serveurs qui hébergent vos bases de données ou sur lesquels vous pouvez faire des calculs, tout simplement, vous les louez dans le cloud en fonction de votre utilisation. Donc, il y a des gens qui vous proposent ce service et vous payez à l'utilisation. Techniquement, c'est une technique d'informatique très particulière, mais objectivement, ça revient à louer quelque chose au lieu de l'acheter. C'est grosso modo, c'est ça. Évidemment, comme les logiciels qui sont dedans, au lieu d'en acheter la licence, vous allez payer à l'utilisation, hein, au clic ou à la seconde ou au volume de données conservé pendant un certain temps. Enfin bref, vous avez une loi de proportionnalité dans vos tarifs. Bien entendu, vous variabilisez. Donc il y a un calcul économique à faire pour savoir s'il est plus intéressant d'être propriétaire ou d'être locataire. Et ça, c'est classique. Ensuite, fabrication additive et similaire. Là, on est un petit peu presque hors sujet par rapport à la supply chain, mais pas complètement. Évidemment, c'est de la fabrication, c'est de la production, c'est du manufacturing. Mais le fait qu'on puisse faire
grâce à la fabrication additive. Et quand je dis similaire, tout un tas d'autres techniques qui fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer un fichier qui décrit les mouvements d'une machine, on envoie un fichier qui décrit la pièce elle-même à fabriquer. Et ça, vous pouvez l'envoyer à une machine 3D, une impression 3D, mais vous pouvez aussi l'envoyer à une machine de découpe laser, de découpe jet d'eau. Bref, il n'y a pas que l'impression 3D qui fonctionne comme ça. Il y a une nouvelle philosophie de programmation des machines qui est apparue depuis une vingtaine d'années, 25 ans, 25 ans, et qui ne consiste plus du tout à programmer les mouvements de la machine, mais à programmer ce qu'on veut que la machine fasse. Et après, la machine se débrouille pour savoir comment elle le fait. Donc, on a des machines qui sont, j'oserais pas dire très intelligentes, mais enfin, en tout cas, un peu moins bêtes qu'avant. Alors, quel est le lien avec la supply chain? C'est que ça permet de fabriquer des très petites séries sans avoir de moule, donc avec des coûts fixes évidemment beaucoup plus réduits. Et puis, ça permet également, alors ça permet en envoyant des fichiers dématérialisés à l'autre bout de la planète de fabriquer à l'autre bout de la planète. Donc, on va supprimer des transports. Vous voyez le lien avec le stockage et avec le transport. Ça permet de fabriquer en juste à temps, puisqu'on peut faire des petites séries beaucoup plus facilement, on peut changer de série sans avoir à changer des outillages, puisqu'il n'y a pas d'outillage. Dans une presse à injection plastique, il faut des moules. Donc quand on change de série, il faut changer les moules. Mais dans la fabrication 3D, il n'y a pas de moules. Donc il n'y a pas besoin de changer des moules, ça va très vite. Donc en fait, on change tout ce qui est planification et ordonnancement dans la supply chain parce qu'on a ces techniques de machines qui sont beaucoup plus flexibles qu'avant. Donc mon propos, ce n'est pas d'aller dans la fabrication elle-même, mais de dire que quand on s'intéresse à la supply chain, et plus particulièrement quand on s'intéresse à l'ordonnancement d'atelier, pour savoir qu'est-ce qu'on va fabriquer, dans quel ordre et à quelle heure, le type de machine et la manière dont on les programme a une influence colossale sur la flexibilité qu'on peut avoir pour produire. Réalité augmentée et de manière générale, traitement d'image, utilisation de la vision artificielle. Je n'aborderai pas aujourd'hui la réalité virtuelle parce qu'il y a plus d'applications, on va dire, pour les jeux vidéo et les films de cinéma que dans l'industrie. Dans l'industrie, il y a deux types d'applications. Il y a des applications marketing, quand on va montrer à un client des pièces, et puis il y a des applications, alors qu'elles ne sont pas encore fabriquées, et puis il y a une application un peu similaire d'ailleurs, en bureau d'études, qui est quand on a besoin de concevoir une pièce, on voudrait la visualiser avant même de l'avoir fabriquée. Mais on reste dans des emplois qui sont extrêmement pointus et qui ne sont pas liés à la supply chain. Par contre, pour la supply chain, la réalité augmentée, c'est-à-dire le fait de superposer une image réelle avec une image venant d'un ordinateur, ou de manière générale des informations venant d'un ordinateur, ça permet de donner des instructions en temps réel à quelqu'un qui est en train d'exécuter une tâche. Donc l'image réelle, c'est l'image de la tâche qu'il est en train d'exécuter. Il voit son environnement, ses outils, ses mains, son véhicule, enfin bref, il voit ce qu'il est en train de faire. Et en même temps, il reçoit, superposé dans la même image, par un effet d'écran, de verre de lunettes, etc., reçoit des instructions d'un ordinateur. Ça permet d'exécuter des tâches très compliquées sans se tromper, en allant très vite, etc. La vision artificielle, elle, permet depuis des lustres, depuis au moins 40 ans, de faire du contrôle qualité et un certain nombre de vérifications visuelles. Et de plus en plus, des choses plus avancées. Enfin, je terminerai par le big data et puis assimilé, c'est-à-dire des techniques de calcul extrêmement rapides, calcul massif, gros volume et très rapide, de manière à extraire des informations, mais on peut extraire des informations de tout ce qu'on veut. Donc, grosso modo, ça sert à quoi le big data? Au moins en matière de supply chain, ça sert à deux choses essentiellement. La première, ça sert à faire des prévisions. À partir de tout un tas de données qui viennent du monde réel, on peut améliorer des prévisions. Faire des prévisions exactes, ça n'existera jamais. Ce n'est pas parce qu'on a du big data qu'on fera des prévisions exactes. Mais avoir du big data, ça permettra de faire des prévisions qui sont un peu meilleures que ce qu'on faisait quand on n'avait pas de big data. Pourquoi? Parce qu'on aura plein de données qui viennent d'un petit peu partout, données pertinentes, évidemment. On ne va pas capturer des données qui ne servent à rien. Et à partir de là, on peut en déduire un certain nombre de choses qui nous donnent une prospective, une évolution, et donc permettent de faire des prévisions. Il y a un deuxième type d'utilisation du big data, c'est de regarder si la situation est normale ou si à un moment donné, vous avez un signal faible qui apparaît, qui veut dire que quelque chose devient anormal. Mais alors que la catastrophe n'est pas encore produite. Quand la catastrophe est produite, c'est trop tard. Ça devient évident, tout le monde le sait, mais c'est trop tard. En fait, le big data peut être un excellent système d'alarme. Alors après, on peut gloser sur des centaines d'applications de prévision, des centaines d'applications de systèmes d'alarme. Voilà, grosso modo, ce qu'on pourrait appeler l'industrie 4.0, l'industrie du futur, l'usine du futur, la smart industry, tout ce que vous voulez, ça tourne autour de ces idées-là.
et ça forme système. Ce qui est très important, c'est que non seulement vous avez une dizaine de briques, je n'ai pas parlé d'intelligence artificielle, qui est l'art au fond, d'avoir un certain style de programmation, si je le résume, qui simule du raisonnement. Au lieu de faire simplement des calculs numériques, ça c'est de l'arithmétique, hein, on écrit des instructions qui font des calculs, on fait des raisonnements logiques. Alors, il y a plein de méthodes pour faire ça, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais l'intelligence artificielle, au fond, c'est un ensemble de méthodes de programmation qui permettent de simuler des raisonnements logiques. Plus ou moins fiables, plus ou moins approchés, etc. etc. Et du coup, il y en a partout. De l'intelligence artificielle, il y en a dans les robots, il y en a dans la virtualisation et dans les prototypages virtuels ou dans les jumeaux numériques. Il y en a dans la cybersécurité pour détecter, pour profiler des alarmes en disant tiens, il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. Il y en a dans la réalité augmentée, ça c'est absolument indispensable. Ça se marie très très bien avec le big data. Le big data, a priori, au départ, c'était uniquement des calculs numériques. Mais à partir du moment où on sait le faire pour des calculs numériques, on sait aussi le faire avec des traitements d'images, des traitements de paroles, des traitements de texte, etc. On peut avoir des données beaucoup plus hétérogènes. Bref, toutes ces techniques, donc les 9 qui sont cités là, plus l'intelligence artificielle qui est un petit peu partout, ça forme un système. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple des objets dématérialisés. Dans un bureau d'études, vous concevez un objet dématérialisé. Ensuite, vous avez évidemment un transfert via les télécommunications. Pour aller où? Pour aller, par exemple, vers une imprimante 3D. Ce qui vous permet quoi? De faire une planification plus efficace, qui est faite où? Mais dans le cloud. Et qui risque quoi? D'être attaqué par un hacker, donc cybersécurité. Vous voyez que tous ces éléments s'emboîtent les uns dans les autres. En fait, ce sont les pièces d'un jeu de Lego ou d'un jeu de mécano, et elles s'emboîtent les unes dans les autres. Autrement dit, si on n'utilise qu'une seule de ces pièces, parce qu'on est éclectique, on choisit, on va certainement en tirer un bénéfice. Mais si on utilise plusieurs de ces pièces qui vont bien ensemble, il y aura un effet de masse, un effet de volume, un effet de synergie, peut-être même aussi un effet de courbe d'apprentissage. Bref, avec une des pièces du puzzle, c'est bien, mais avec plusieurs pièces du puzzle qui fonctionnent ensemble, c'est mieux. Alors c'est mieux, mais vu qu'on n'est quand même pas aujourd'hui dans des technologies qui sont matures, il faut y faire attention. Voilà. Alors, quelques illustrations très rapides pour terminer cette présentation. On a de la robotique, toujours plus automatisée, avec aujourd'hui des développements de robotique avec une morphologie humaine, parce que ça permet de la programmation intuitive, où au fond, le robot fait exactement les mêmes mouvements qu'un être humain. C'est beaucoup plus facile à programmer. De la multibotique, c'est-à-dire plusieurs robots qui travaillent ensemble, en échangeant des données par ce qu'on appelle du M2M, Machine to Machine Communication. Vous avez aujourd'hui de grands espoirs dans la cobotique, la robotique collaborative, c'est-à-dire la robotique qui est faite en collaboration avec un être humain. Un être humain et un robot travaillent ensemble. Donc ça, ce sont des pistes très intéressantes. Le collaboratif au sens de la liaison entre vous et vos clients ou vous et vos fournisseurs. Et puis évidemment, vous et votre transporteur, votre logisticien, et je disais même tout à l'heure, la connexion avec la douane, avec la banque, etc. De manière générale, on échange des données avec des partenaires en affaires. Commençant par les clients et les fournisseurs, c'est quand même le plus évident, surtout dans la supply chain. L'idée est que grâce à ça, on va pouvoir mettre en place des EPOS, Electronic Point of Sales, des points de vente électroniques. En gros, ça veut dire le magasin final, qui vend au consommateur final, il a l'information de ce qui a été vendu. Mais ça, on peut le remonter en temps réel immédiatement à toute la chaîne de fournisseurs et de fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs. C'est-à-dire que tout le monde est au courant instantanément de ce qui vient d'être vendu. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais normalement, ça devrait vous aider à planifier votre activité. Ensuite, vous avez des vendor managed inventories. L'idée, c'est en français, on dit quelquefois la gestion partagée des approvisionnements. En fait, elle n'est pas partagée puisqu'on la refile au fournisseur. Le client, au lieu d'envoyer des commandes pour que le fournisseur lui livre, le fournisseur, il décide de ce qu'il doit livrer parce qu'il connaît les prévisions de vente, voire le carnet de commandes du client. Donc, il n'y a pas besoin qu'on lui envoie des commandes. Et puis, le client, comme il sait ce qu'il consomme, il sait ce qu'il doit payer. Donc, le fournisseur n'a même plus besoin d'envoyer des factures. Donc, on est en train de révolutionner le système en disant, on met en place un truc tout bête. On va gérer à distance des stocks déportés chez le client. Le stock appartient au fournisseur, mais il est physiquement placé chez le client. Eh ben, il n'y a plus besoin d'envoyer des commandes, il n'y a plus besoin d'envoyer des factures. Je sais, on va créer un petit peu de chômage avec ça. J'espère que les gens qui perdront leur poste feront autre chose. C'est un débat très important
mais il n'est pas technique. Et puis, vous avez de manière générale un concept qui est le Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, qui est en fait d'arriver à échanger non seulement ces instructions sur j'ai besoin de ça, je te livre, etc., mais d'aller beaucoup plus loin dans les prévisions qu'on fait ensemble. Prévision et planification qu'on peut faire ensemble plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance. Éventuellement, on pourrait même faire plusieurs années si ça avait du sens. C'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans un lien organique entre plusieurs partenaires dans une chaîne d'affaires, clients et fournisseurs, qui ont des relations de long terme et qui donc dépensent de l'énergie à faire quelque chose de coordonné plutôt qu'à s'envoyer des devinettes mal mises à jour une fois par mois. Ensuite, traçabilité. La traçabilité, évidemment, très important dans les produits à risque, hein, que ce soit agroalimentaire, pharmacie, utilisation aéronautique ou autre. Bref, dès qu'il y a de la vie humaine en jeu ou des graves catastrophes potentielles, on a intérêt à avoir une énorme traçabilité. Donc aujourd'hui, on utilise, alors, les codes barres, ça commence à devenir un peu has-been, même s'il y a encore des gens qui ne les ont même pas encore mis en place. Mais code barre, ça a quand même 70 ans. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus des puces RFID qui elles-mêmes ne sont pas si jeunes que ça. Mais on est encore aujourd'hui en phase de démarrage de l'utilisation, on va dire de déploiement de l'utilisation des puces RFID. Des puces qui sont lisibles par une petite antenne avec de la radiofréquence. Donc la puce elle-même contient les infos. Au lieu d'avoir à lire un code barre, on a beaucoup plus d'infos dans la mémoire de la puce. La réalité augmentée, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, a plein d'applications. Une application très simple en logistique, c'est vous êtes dans un magasin et vous devez préparer une commande pour un client. Il faut qu'on vous dise, il faut aller dans l'allée numéro 2, sur l'étagère numéro 7, et tu prends un colis, référence, machin. Puis après, tu vas dans l'allée suivante et tu prends 3 colis sur telle étagère. Et en plus, il faut vous le donner dans l'ordre pour éviter que vous fassiez des kilomètres à pied dans l'entrepôt en allant en avant et en arrière. Même si c'est robotisé avec un petit chariot, hein, mais le plus court chemin est quand même le meilleur. Et ça, aujourd'hui, on le fait très, très facilement avec de la réalité augmentée. Ce n'est pas la seule application, bien sûr, c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire avec. Les manutentions robotisées, plein de petits chariots qu'on appelle des Automated Guided Vehicles, AGV. Autrefois, on aurait dit filo guidé, mais c'est du temps où ils avaient un fil. Maintenant, ils n'ont plus de fil, donc ils peuvent aller à des endroits différents. Bien entendu, ce sont des petits robots avec des roues, hein, appelons ça comme ça. La géolocalisation de tous les véhicules en cours de transport. Donc, on a besoin de satellites, on a besoin de télécommunications, on a besoin d'un Geographic Information System, c'est-à-dire des cartes, hein, un peu comme des cartes Michelin, des cartes routières, mais électroniques et beaucoup plus sophistiquées, qui contiennent plein de renseignements. Et à la fin, on peut calculer, évidemment, non seulement la position, mais en définissant des zones, on peut dire je dois faire ceci, je dois faire cela, j'ai des règles à respecter quand je suis dans telle ou telle zone. Le trafic. La régulation de trafic, bon, ce qu'on connaît tous, évidemment, on a tous dans notre voiture quelque chose qui nous indique les embouteillages, mais de manière générale, il y aura dans l'avenir de plus en plus de contrôle de trafic. Exactement comme il y a du contrôle de trafic aérien, on ne laisse pas les avions voler n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Ils ont un plan de vol et ils obéissent au contrôle de trafic aérien, à l'autorité civile de tous les pays du monde qui gèrent le trafic aérien. Inévitablement, on va arriver à ça, au moins dans les grandes métropoles. À la campagne, c'est moins indispensable. Mais dans les grandes métropoles, c'est absolument évident, on court là-dedans la tête la première. Et probablement aussi, pour un certain nombre de raisons, sur certains grands axes autoroutiers ou certains périphériques, certains grands nœuds autoroutiers, les véhicules ne seront pas autorisés à faire ce qu'ils veulent, mais devront suivre un certain nombre d'instructions qu'ils recevront à distance. L'épreuve de livraison. Autrefois, c'était une galère pas possible. Il fallait que le transporteur, le chauffeur, fasse signer des bordereaux de livraison, éventuellement avec des réserves, qu'ensuite il revienne chez le transporteur, qui ramène ses papiers bien froissés dans la boîte à gants, que le transporteur les empile, les mette dans une enveloppe, les transmette à son donneur d'ordre, à son chargeur. Bon, je ne vous explique pas le nombre de jours qu'il fallait pour arriver à savoir qu'un produit avait été livré chez le client. Aujourd'hui, évidemment, on fait ça sur une tablette, un smartphone ou tout ce que vous voulez, et on l'a en temps réel. L'aide à la conduite, les chauffeurs avec de la réalité augmentée, c'est-à-dire des informations affichées dans le pare-brise, plus exactement sur une lame qui est devant le pare-brise,
c'est mieux qu'un tableau de bord, mais c'est beaucoup plus subtil, parce que ça ne donne que des informations contextuelles. Là, sur l'image qui est là, je suis en train de doubler. On ne m'affiche que des informations m'aidant à doubler le véhicule. On ne va pas m'afficher que la jauge d'essence est presque vide ou que la batterie est je ne sais quoi, parce que je suis en train de doubler, et ce n'est pas de la jauge d'essence dont j'ai besoin quand je suis en train de doubler. J'ai besoin, par exemple, d'un radar qui me dit, tiens, à gauche, on a détecté une voiture qui arrive, mais vous ne pouvez pas la voir encore, mais nous, on vous la signale. Ça, c'est plus important quand on double que de savoir quel est le niveau d'essence. Les véhicules autonomes, on en parle beaucoup, on se gargarise, on se fait un peu des films d'ailleurs sur bientôt il y aura des voitures sans chauffeur, parce que c'est pas si simple. Il y a encore beaucoup de problèmes à régler. Quand vous en parlez avec des spécialistes, ils vous diront que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on raconte dans les journaux. Par contre, on a des solutions alternatives. Tout à l'heure, je vous parlais du contrôle de trafic en milieu urbain. Si votre voiture est prise en main à distance par un centre de trafic, bah, c'est moins cher et plus facile à faire et plus sûr que d'avoir une voiture entièrement autonome qui décide toute seule ce qu'elle fait. Et puis, vous avez des systèmes semi-autonomes, par exemple ce qu'on appelle le platooning. Platoon, en anglais, c'est un peloton dans l'armée. Donc, ça veut dire plusieurs camions qui n'ont en fait qu'un seul chauffeur. Il y a un chauffeur dans le camion de tête, et les autres camions, c'est comme un petit train à la queue leu-leu, les autres camions suivent le premier. Donc en fait, il y a un chauffeur pour plusieurs camions. Et ça fonctionne déjà aujourd'hui très bien. Ce n'est pas encore permis par le code de la route, mais ça fonctionne très 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 bien. Beaucoup mieux que les véhicules autonomes. La gestion de crise, si on a des accidents, alors ça, à titre personnel, c'est mon domaine. Moi, c'est là-dedans que je développe des choses. Si on a des accidents sur la route, il faut gérer les secours, les ambulances, il faut gérer les pompiers, il faut gérer la police, il faut gérer peut-être la sécurité civile qui va mettre les populations à côté à l'abri si vous avez un nuage toxique parce que c'est un camion de produits chimiques qui est en train de brûler, qui est en train de polluer la rivière et qui risque d'intoxiquer le village d'à côté. Donc, il y a énormément de choses à faire en temps réel en cas d'accident autour de la gestion de crise. L'intelligence artificielle et le big data vous aident énormément à faire de la gestion de crise. Les parties logistiques, ça veut dire au début, partie au sens de partie dans un contrat. Hein. Pour signer un contrat, il faut être au moins 2 parties. Et en fait, on peut être plus que 2. Alors évidemment, vous mettez le transporteur, c'est la 3e partie. Vous mettez un logisticien qui a des entrepôts, c'est la 4e partie, surtout s'il gère l'ensemble du bazar. Après, vous allez arriver à quelqu'un qui va prendre de bout en bout, il a vos commandes clients et il a vos contrats fournisseurs et vous pouvez vraiment lui externaliser votre service logistique. Et puis, vous pouvez aller encore plus loin en lui disant, il y a aussi toute la partie informatique, logiciel et hard, dont vous n'avez plus besoin vous-même. Donc en fait, on peut externaliser plus ou moins entre, je prends simplement un transporteur, ce que tout le monde fait aujourd'hui, pour transporter ses marchandises. Plus personne qui a ses propres camions et ses propres chauffeurs, ou en tout cas, c'est très rare. Jusqu'à, c'est 100% externalisé, et donc on a introduit dans le système un grand nombre d'acteurs qui vont exécuter notre logistique et qui évidemment ont besoin d'échanger des infos entre eux. On a évidemment tous un ERP qui, d'un côté, a un Manufacturing Execution System, c'est toute l'informatique industrielle, et puis de l'autre côté, alors je ne parle pas de l'informatique de gestion, tout ce qui est commercial, financier, etc. Mais je parle de la partie supply chain et production. On a en général un module qui porte des noms divers, mais qui est un module de planification avancé, qui permet de faire des simulations, qui permet de faire tout un tas de choses. Si je rentre un petit peu plus dans les détails, il va y avoir connecté à ça non seulement la prévision et planification, la gestion des carnets de commandes, etc., mais il y aura aussi la gestion des entrepôts, la gestion de la qualité, des lots bons et mauvais, ou en attente de contrôle, ou à réparer. Tout le SRM et CRM, c'est-à-dire toutes les relations avec les fournisseurs et les clients, et puis une couche basse, alors je dis une couche basse, c'est pas péjoratif, mais une couche d'échange de données avec les partenaires pour pouvoir justement récupérer ou leur envoyer des données. Du coup, qu'est-ce que c'est que ces échanges de données? Ben, il y en a 4 sortes. Il y a, soit vous faites simplement de l'EDI entre vous et votre fournisseur ou vous et le client. C'est-à-dire que vous avez un workflow, c'est-à-dire une série d'échanges de documents dans un certain ordre. Hein, il y a des séquences qui sont un processus. Voilà, on suit les étapes d'un processus standard. Il peut y avoir des variantes, bien sûr, mais le processus lui-même, grosso modo, est standard. Et on a mis en place une application qui est spécifique à nous et à notre fournisseur ou à nous et à notre client. Évidemment, c'est lié avec les stocks, ou en tout cas, ça peut l'être, on a intérêt à le lier avec les stocks.
Vous avez un deuxième type d'application qui sont les catalogues électroniques. Les catalogues électroniques, c'est quand moi je vais dans le système de mon fournisseur pour commander ce que je veux commander à mon fournisseur. Mais ce n'est pas mon système à moi. Moi, je vais dans le système de mon fournisseur. Mon fournisseur met à ma disposition un catalogue électronique qui me permet de lui dire ce que j'ai besoin d'acheter. Ça, souvent, la valeur ajoutée, c'est de le lier avec le transport. Vous allez me dire, ça dépend des incoterms, ça dépend si le transport est inclus ou pas dans le prix de ce que vous achetez, bien sûr. Mais si le fournisseur assure le transport, en fait, en même temps que vous commandez sur son e-catalogue, implicitement, automatiquement, en temps réel, vous organisez le transport pour avoir la livraison. Ensuite, vous avez des systèmes qui permettent de faire des demandes d'informations et des appels d'offres, et éventuellement des enchères inversées. Ça, c'est une partie qui vous permet, c'est avant les livraisons, bien sûr, ça c'est la partie achat plutôt, la partie en amont, et on a tout intérêt à la lier avec la base de données de contrat. Pourquoi? Parce que dès que l'appel d'offres est fait, sélectionné et que les enchères inversées sont terminées, on peut sortir le draft du contrat. On peut sortir la version 1 du contrat. Il faudra certainement la terminer à la main, mais on a déjà les preuves de l'accord, on a déjà les termes essentiels de l'accord, on a le prix, le tarif lui-même, il est fixé. Donc, il y a une aide à la rédaction des contrats qui est absolument phénoménale. Et puis, in fine, on a ce que tout le monde connaît, avec eBay, Amazon et autres, Le Bon Coin, etc. Ce sont les places de marché où vous avez plein de vendeurs qui achètent, enfin plein de vendeurs qui vendent et plein d'acheteurs qui achètent. Là, l'intérêt de ces places, c'est quand il y a des services associés. S'il n'y a pas de services associés, c'est juste les petites annonces. Mais quand vous avez des services associés à ça, ça devient très intéressant. Et tout ça, aujourd'hui, vous en avez à foison. Donc, vous avez intérêt à ce que vos systèmes informatiques soient connectés à tout ça. Les workflows dont je parlais à l'instant, c'est un peu c'est du jargon malheureusement anglo-saxon, mais ça veut dire qu'un workflow, c'est un flux de travail, un flux d'un certain nombre d'opérations à faire dans un certain ordre. Bon, on part d'une demande d'achat et on va jusqu'au paiement du fournisseur en passant par tous les actes intermédiaires de l'achat. Ou alors, depuis une commande client jusqu'au paiement de la facture par le client, on a toute une série de choses qui passent évidemment par de la fabrication, par de la livraison, etc. Tout ça aujourd'hui, c'est complètement standardisé. Vous pouvez acheter n'importe quel ERP dans le monde et ils fonctionnent tous, à quelques variantes près, ils fonctionnent tous en standardisant ces mécanismes-là. Le paiement lui-même, aujourd'hui, grâce à la blockchain et grâce aux smart contracts, qui sont une utilisation particulière de la blockchain, on peut arriver à faire des paiements automatisés. C'est-à-dire que non seulement tout à l'heure, j'ai dit on pouvait supprimer les factures, mais là, on va très très loin, parce que le paiement lui-même, l'ordre de virement, si vous voulez, que vous envoyez à la banque, lui-même, il est automatique. Il suffit que vous ayez reçu le produit, que la réception a été faite, la preuve de livraison a été faite. Il n'y a pas de réclamation et le paiement se fait automatiquement sans aucune intervention d'aucun service comptable du monde. Donc, il y a un changement qui est potentiellement très important à cause de ce simple petit détail de smart contract. Évidemment, plus on a d'objets connectés, plus on a de smart buildings et toutes ces choses-là, et plus on a de capteurs disséminés dans la nature, plus on trimballe une quantité effarante de données. Donc, on a besoin d'antennes, de télécommunications de plus en plus rapides, de plus en plus puissantes. On a des systèmes industriels, ce qui est un peu hors sujet, mais juste à la limite, qui sont de plus en plus interconnectés, eux aussi. Il y a des câbles et des réseaux et des antennes partout. Ils sont de plus en plus automatisés. On a de plus en plus de personnel qui sont sur des consoles, beaucoup plus que sur les outillages proprement dit de la machine, donc à distance, qui pilotent les machines à distance. Donc on a des systèmes qui sont de plus en plus interconnectés, de plus en plus intégrés. Ce qui veut dire qu'avec tout ça, avec tous ces capteurs partout et tous ces systèmes de production et de transport fortement interconnectés, on a des réseaux. On a des réseaux centralisés quand tout passe par le milieu, on a des réseaux distribués quand ça circule dans tous les sens, et on a des réseaux décentralisés quand on fait des clusters, quand on fait des grappes à gauche et à droite. Et là, le problème, c'est le problème de la défense en termes de cybersécurité. On a besoin de pouvoir, si quelqu'un nous attaque, on a besoin de pouvoir déconnecter une partie de la grappe. Donc, il faut surtout jamais adopter le système centralisé. Sinon, quand le hacker est dans la partie centralisée, vous êtes mort. Il ne faut pas avoir un système distribué, parce que sinon, vous avez beau couper, vous avez beau débrancher des câbles à droite et à gauche, le hacker arrivera toujours à contourner par une autre voie. Vous avez besoin de faire des grappes, comme ça, si une grappe est attaquée, vous pouvez l'isoler, et le reste du système continue à fonctionner, c'est beaucoup plus robuste. Autrement, je donne pas cher, malheureusement, de
de la suite des opérations si vous êtes complètement infecté par une attaque. Et on arrive au bout de ce que je voulais vous dire, donc ne pas oublier la gestion des crises. On arrive tout à fait au bout maintenant de tout ça. Comment on le met en place pour être réaliste? Première des choses, c'est de se dire, mais dans toute cette liste de choses, plus toutes celles dont je n'ai pas parlé, il y a des choses qui nous intéressent parce que ça va nous donner de la valeur ajoutée. Plus exactement, ça va nous donner un avantage concurrentiel. C'est-à-dire, non seulement on saura le vendre, on saura le monétiser, mais en plus, ça nous permet de faire des choses que les concurrents ne font pas, ou ça nous permet de faire des choses différentes des concurrents, ou ça nous permet de faire des choses avant que les concurrents les fassent. Enfin bref, ça nous donne un avantage concurrentiel. Pour ça, vous avez besoin de faire un projet exploratoire. C'est-à-dire, il faut tester. Vous appeliez ça un proof of concept, un démonstrateur, un prototype, ou tout ce que vous voulez. C'est plus ou moins synonyme. Les puristes me diraient que ce n'est pas tout à fait exactement synonyme. OK. Mais ça veut dire, vous essayez pour voir combien de temps ça prend, comment ça marche, combien ça coûte, s'il y a des bugs. En gros, vous apprenez à vous en servir. Le but du jeu, ce n'est pas un retour sur investissement. C'est juste que vous apprenez. La deuxième étape, c'est vous allez faire un pilote. Alors un pilote, ça peut être toute une usine, ça peut être tout un entrepôt, ça peut être toute une région, tout un pays, toute une business unit. Mais là, on va le faire voilà, à une échelle, à une véritable échelle. Là, le but du jeu, c'est de vérifier que toute l'intégration de tous les différents éléments fonctionne bien ensemble. Et en particulier, c'est là que la gestion du changement, l'ergonomie, toutes ces choses-là interviennent. L'ergonomie dans un projet exploratoire, c'est pas ça. Quand on fait un prototype, c'est pas pour voir s'il est ergonomique, c'est pour voir s'il fonctionne. Mais après, quand on passe en vraie grandeur, on se dit là, on va quand même vérifier que quand les gens s'en servent, ça marche bien, ça va vite, c'est pas compliqué, etc. Et puis une fois que c'est fait, là on peut déployer à grande échelle, à l'échelle complète de toute l'entreprise. Donc il faut passer par ces étapes. Si on veut sauter trop vite à l'étape qui va donner un retour sur investissement, on zappe complètement les étapes intermédiaires et on risque de gaspiller énormément d'argent, d'avoir des échecs. Et chat échaudé craint l'eau froide, donc après un gros échec, on hésite à recommencer. Donc en fait, à vouloir aller trop vite, on va probablement prendre beaucoup de retard. Il vaut mieux y aller pas à pas en suivant à peu près le schéma que je vous indique, et ça permet d'être beaucoup plus efficace. Et puis je termine sur une petite récapitulation en disant 1. Se demander où sont mes avantages concurrentiels, ou plus exactement, quels avantages concurrentiels j'aimerais avoir l'année prochaine. Bon, pour cette année, les jeux sont faits. À partir de là, pensez à un truc en informatique, puisque tout ça, c'est des données. Les numériques, c'est des données, c'est des calculs. C'est de l'informatique. La valeur ajoutée, ce n'est pas les workflows, ce n'est pas le transactionnel, ce n'est pas d'automatiser la paperasse. Ça tout le monde le fait. Ce qui vous donne un avantage concurrentiel, c'est le décisionnel. C'est les bases de données, c'est les queries, c'est le big data, c'est les analyses, c'est les prévisions, c'est les alarmes. C'est ça qui vous donne de la valeur ajoutée. Le fait de dématérialiser les factures, ça vous fait gagner quelques sous, mais enfin, pas grand-chose, quoi. Hein. De toute façon, les concurrents font pareil. Et la gestion de crise, donc, même motif, même punition. Prendre des décisions et gérer les crises. Ça, c'est sur ça que ça se joue. Et c'est là que les données massives et en temps réel sont super importantes. À partir de là, votre entreprise a des axes stratégiques, donc on fait des projets exploratoires et toute la suite. Ce qui est très important, c'est au fur et à mesure qu'on fait ça, on fait un apprentissage organisationnel. C'est-à-dire, ce n'est pas juste quelques individus qui apprennent de l'expertise, c'est, si possible, toute l'entreprise qui apprend. Alors, je sais que c'est facile à dire, difficile à faire, mais il faut faire tourner les gens. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes spécialistes qui deviennent des professeurs nimbus du numérique, et puis 99% des collaborateurs à côté qui n'y connaissent rien. Il faut que tout le monde vive avec son temps. Il faut que tout le monde sache conduire une voiture et que tout le monde sache utiliser un PC et que tout le monde sache faire un budget et que tout le monde sache utiliser Excel et que tout le monde sache, voilà, ça fait partie de la vie quotidienne. Il faut que tout le monde apprenne. Ça, c'est un peu plus compliqué que d'avoir juste un petit bureau de spécialistes qui font des trucs avancés dans leur coin. Et puis à la fin, pensez à la gestion du changement avec le personnel en place. Beaucoup de gens se disent, oh là là, je vais devoir recruter des programmeurs, des spécialistes de tout ça, des jeunes bardés de diplômes. Oui, bien sûr, vous allez en embaucher, c'est sûr. Mais vous n'allez pas remplacer tous les anciens par juste des nouveaux. Sinon, vous n'aurez aucune continuité de culture d'entreprise. À l'évidence, c'est pas en faisant rentrer plein de nouveaux à la place des anciens que ça va marcher. C'est en faisant rentrer quelques nouveaux au milieu d'une grande quantité d'anciens qui assurent la continuité et qui eux-mêmes évoluent. Je sais, encore une fois, c'est facile à dire, difficile à faire. Mais
mes petites recommandations, là, mes 5 ou 6 points de recommandation, dans la mesure du possible. Il faut essayer de le faire parce que quand on fait comme ça marche mieux. Voilà. Je vous demande de m'excuser pour avoir été prolixe et très rapide, mais je voulais couvrir de A à Z ces questions-là et je suis à votre disposition pour évidemment toutes vos questions. Bien entendu, je vois une première question. Allons-nous disposer des slides? Oui, bien entendu, tout à fait. Et vous avez peut-être remarqué en bas des pages, il y a une adresse email. Toutes les personnes qui, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, ont des questions à ce sujet sont évidemment bienvenues si vous voulez m'envoyer quelques questions. Alors, comment dans une logistique de collecte en flux poussé intégrer le numérique, hormis dématérialisation de documents, etc. Alors, dématérialisation de documents, on est tous d'accord que la dématérialisation de documents, elle est évidente, il faut la faire, tout le monde doit la faire. Ça évite de faire des paperasses manuelles, autant s'en passer, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. Donc, dans une logistique de collecte en flux poussé, alors flux poussé veut dire qu'on travaille sur des prévisions. Si vous êtes en flux tiré, on a compris que toute la logique, c'est d'avoir les infos en temps réel venant du client, venant du point de vente, etc. C'est comme ça que vous allez faciliter encore plus le flux tendu, le flux tiré. Alors, si c'est un flux poussé, par contre, c'est qu'on fait des prévisions. Et si on fait des prévisions, ben, on a intérêt à faire les meilleures prévisions du monde. En tout cas, jamais parfaites, mais les meilleures possibles. Et pour ça, le fait d'avoir énormément de données très hétérogènes, venant de plein de domaines, la météo, la circulation, la segmentation des âges, la démographie, ou je ne sais quoi, moi, le climat politique, le pouvoir d'achat, l'inflation, enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste, parce que sinon on va y passer la nuit. Tout ça, à partir du moment où vous trouvez qu'il y a une corrélation entre ces données et votre business, vous commencez à construire un modèle. Quand vous avez ce modèle et que vous avez vérifié ce qu'on appelle le fit du modèle, c'est-à-dire si maintenant vous faites tourner votre modèle sur des nouveaux jeux de données, bah, vous retrouvez des données du monde réel, donc ça veut dire que votre modèle n'est pas trop mauvais. À ce moment-là, vous pouvez utiliser votre modèle pour faire des prédictions, pour faire des prévisions. Et là, ça devient super intéressant. Donc, réponse malheureusement un petit peu rapide, comment dans une logistique de collecte en flux poussé intégrer le numérique, bah, la réponse c'est si les flux sont poussés, on a besoin de prévisions. Pour faire des prévisions, il faut du big data. Et le big data, premier niveau, je collecte des données, je cherche des corrélations. Deuxième niveau, je construis un modèle et je vérifie que ce modèle n'est pas trop idiot, qu'il fonctionne. Troisième niveau, je me sers du modèle pour simuler qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans un mois, dans 6 mois ou dans un an. Bon, quand on a fait ça, c'est déjà pas mal. Alors, il existe beaucoup de solutions existantes, des digitalisations, etc. Comment faire pour pousser l'adoption? La transformation digitale n'est pas une question de technologie. Je suis d'accord. Techniquement, c'est de la technologie, mais la question de l'adoption, c'est dans la tête que ça se passe. Hein. L'important n'est pas digital, mais transformation. On est tout à fait d'accord. Le digital, le numérique, le robotique, enfin, tout ce qu'on a dit, l'électronique embarquée, les puces, les antennes, etc. Si j'ose dire, c'est la tripaille. Hein, vous ouvrez la machine à laver, à l'intérieur, il y a des bobines, il y a des engrenages, il y a des courroies, voilà, c'est la tripaille. Hein. Donc, avec tout le respect que je dois à mes collègues qui sont des spécialistes de réseaux de neurones, un réseau de neurones, c'est de la tripaille. Ce qui est important, c'est les utilisateurs. Dans une entreprise, mon impression, c'est que ça marche mieux quand on commence par les utilisateurs. C'est-à-dire des gens qui, à aucun moment, ne deviendront spécialistes, mais devront simplement s'en servir. Je vais vous faire une métaphore un peu idiote, mais ou un peu éculée. C'est pour conduire une voiture, il faut apprendre à conduire la voiture, et accessoirement un peu le code de la route. Mais est-ce que vous avez besoin de savoir réparer la voiture? Probablement, ça peut aider, mais ce n'est pas indispensable. Est-ce que vous avez besoin, a fortiori, de savoir concevoir le moteur de la voiture? Alors là, la réponse est non. Vous voyez, il y a 3 niveaux dans la technologie. Il y a je conduis la voiture, il y a je suis capable de réparer ma voiture, et il y a je suis capable de concevoir une nouvelle voiture. Mais dans une entreprise, on s'adresse à qui? À l'évidence, aux gens qui vont devoir l'utiliser, ça c'est sûr. L'immense majorité des collaborateurs, ce sont des gens qui vont utiliser ces techniques. Et donc, leur faire des cours sur les réseaux de neurones, moi, ça me semble complètement surréaliste. Enfin, je ne sais pas si vous êtes une entreprise d'agroalimentaire,
vous allez peut-être plutôt expliquer à des gens comment on va pouvoir faire des prévisions plutôt que de leur faire des cours sur les réseaux de neurones. Ils n'en ont rien à foutre des réseaux de neurones. Ou alors, en tout cas, l'immense majorité, ça ne les touche pas beaucoup. Ça ne va toucher que quelques spécialistes. Ensuite, savoir réparer la voiture, hein, la maintenance, les travaux neufs, l'entretien, etc. Oui, peut-être que dans l'entreprise, vous aurez besoin dans votre service informatique ou un certain nombre de services un peu similaires, vous aurez besoin de quelques spécialistes qui aident à mettre en place les applis, à les maintenir, à changer de version, à faire des interfaces, etc. Ou des connexions, hein, brancher des lunettes, changer de modèle de lunettes, on enlève celle-là, on reparamètre pour en mettre d'autres. Ça, il faudra savoir le faire. Après, avoir des spécialistes pointus de comment on calcule un hashcode ou comment on fait enfin comment on programme de la partition de base de données dans le cloud pour faire du big data. Mais attendez, 99,99% des entreprises ne feront jamais ça. Donc, il faut pas avoir l'impression qu'on va devoir embaucher des spécialistes qui ont des bacs plus 27. Oui, à certains endroits, ça arrivera. Certainement dans des multinationales, il y aura des services très spécialisés et très pointus. Dans les entreprises de taille moyenne ou petite, j'en vois pas l'intérêt. Par contre, le problème, il est, et c'était implicitement dans la question que vous avez posée, le véritable problème, il est dans l'ensemble des collaborateurs qui, eux, vont être de simples utilisateurs. Voilà. Imaginez que moi, j'ai besoin de me servir d'Excel. On n'a pas besoin de m'expliquer comment comment dire, le langage machine qui est derrière. On a juste besoin de me montrer comment je crée un fichier, comment je me balade dans les pages, comment je mets des formules de calcul, comment je rafraîchis ma page et comment je sauvegarde. Éventuellement, comment je l'exporte pour l'envoyer à quelqu'un d'autre. Mais c'est de ça que j'ai besoin. Après, plus si affinité, mais au départ, c'est de ça que la plupart de nos collègues ont besoin, ou de nos collaborateurs ont besoin. Et je pense que ça, a trop insisté sur le discours high-tech, qui fait comment dire, le côté un peu sensationnaliste de la presse et du buzz. On donne l'impression que maintenant, si on n'a pas un doctorat en informatique, on est mort, plus personne va nous embaucher. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une fausse vision des choses. Quelqu'un qui achète des robots pour mettre dans une entreprise, je sais pas, moi je suis en train de travailler avec des gens dans l'industrie du bois, hein, dans des scieries par exemple, pour débiter des planches, des poutres et faire de la construction en bois. Ils achètent des robots. Mais ils n'ont pas besoin d'embaucher des informaticiens et des programmeurs. Enfin, il faut être sérieux. Donc, c'est l'intégrateur qui va leur installer tout ça. Et puis, ils auront une hotline. Et puis voilà. Donc, l'arbre qui cache la forêt, c'est les métiers de très haut niveau. Oui, bien sûr, il en faut. Et que c'est très bien qu'il y ait des jeunes qui se forment à ça, parce qu'ils trouveront du boulot dans des boîtes spécialisées. Mais dans l'immense majorité des entreprises qui ont besoin d'utiliser, ce sont les utilisateurs par lesquels il faut commencer. C'est pour ça que j'ai insisté sur cette espèce de familiarisation, d'apprentissage collectif, etc. Alors, avons-nous d'autres questions? Oui, je vois deux autres questions. Alors, la recherche de corrélation n'est en général pas automatique, ça c'est tout à fait vrai, je vais revenir dessus. Et l'autre question, n'a-t-il pas un risque de complexifier encore plus? Oui, malheureusement, il y a un risque de complexifier encore plus. C'est tout à fait lucide. Donc, la recherche de corrélation n'est pas automatique. Non. En fait, la recherche de corrélation, c'est un aller-retour entre du brainstorming et des vérifications. En fait, ce que les calculs vous permettent, c'est de vérifier que votre intuition était juste. Ou éventuellement de dire que ben non, ce n'était pas la bonne solution. En fait, reprenez le Six Sigma, hein, inventé par Motorola vers 1980, qui lui-même remonte à la capacité de Ford, qui remonte au SPC, qui remonte même aux cartes de contrôle de M. Schwartz dans les années 1930. En fait, l'idée qui est derrière, c'est de dire, j'ai un problème, je mesure régulièrement dans le temps la quantité de ce problème. C'est un problème répétitif, hein, je peux le mesurer dans le temps. Donc, je peux faire des statistiques. Et je réfléchis en me disant, mais de quoi ça peut venir? Quelle pourrait être la cause de ce truc? Et à un moment donné, je me dis, tiens, c'est peut-être ça. Alors, je vais mesurer dans le temps cette cause aussi. Et je vais regarder s'il y a une corrélation entre ce que je crois être la cause et mon problème. Si effectivement, il y a une corrélation, je calcule un coefficient de corrélation, on ne va pas rentrer dans les formules de calcul, et je trouve 0,8, 0,9. Je me dis, ah ben, bingo, j'ai trouvé. Évidemment, tiens, ce facteur-là,
Et super important, quand la température varie dans l'atelier, c'est pour ça que j'ai les pièces qui n'ont pas le bon diamètre, ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est une bonne idée de faire ça. Vous avez un brainstorming qui vous dit, tiens, ça pourrait venir de... Enfin, le mécanisme du phénomène pourrait être ça ou ça ou ça. Maintenant, je vais le vérifier. Et le big data me permet de le vérifier. Et il y a un aller-retour, parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'une cause. Hein. Quand vous construisez un modèle, en général, il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. J'aime pas trop d'ailleurs le mot cause, je préfère le mot facteur, mais on ne va pas rentrer dans ces détails épistémologiques. Il y a plusieurs facteurs qui se combinent. C'est plus que s'additionner, hein. C'est parfois c'est tout ou rien, il y a des effets de seuil, c'est non linéaire, enfin, ça peut être un peu compliqué. Mais le fait qu'il y ait plusieurs facteurs veut dire qu'il faut un être humain qui imagine ces facteurs et ensuite quelque chose qui vérifie. Ou alors, c'est en sens inverse. C'est-à-dire que vous mesurez, mais alors là, le problème, c'est que c'est un peu la recherche de l'aiguille dans la botte de foin. Vous demandez à votre système de calculer des corrélations a priori entre plein de jeux de données. Et le système va vous dire, tiens, apparemment, il y a une corrélation entre ça et ça. Mais là, maintenant, c'est plus un brainstorming, mais c'est à nouveau l'esprit humain qui va intervenir pour dire, mais ah oui, je comprends pourquoi il y a un lien entre ça et ça. Alors effectivement, l'ordinateur n'a pas tort quand il me dit, tiens, c'est corrélé. Et oui, c'est vrai, parce que ça peut finalement provoquer ça. Voilà, là, j'ai trouvé une relation de cause à effet. Et au fond, il y a un dialogue, il y a une dialectique entre l'ordinateur, dans la première phase du big data, hein, pas après, une fois que vous avez le modèle, c'est fait. Mais dans la construction du modèle, il y a une dialectique entre votre brainstorming ou votre capacité intellectuelle à comprendre le modèle d'un phénomène, hein, qu'est-ce qui produit quoi, pourquoi ce truc produit tel effet. Et puis le fait que le calcul vous permet de le vérifier a posteriori, ou alors a priori vous dites tiens, il faudrait peut-être regarder ça parce qu'apparemment ça a l'air de varier dans le même sens. Voilà, c'est juste ça. Donc l'utilisation du big data est à mon avis quelque chose qui doit être couplé à une intelligence humaine. Moi j'aime mieux, c'est un peu un mauvais jeu de mots, mais dans l'acronyme IA, hein, intelligence artificielle, il y a beaucoup de gens qui plaisantent en disant non, ça veut dire intelligence augmentée. Je fais partie de ces gens-là. Je pense que toutes ces techniques augmentent l'intelligence humaine. Je ne pense pas une seule seconde, de manière réaliste, que ça remplace l'intelligence humaine. Et puis votre question sur la complexité. Oui, c'est une vraie question. La complexité, ça veut dire on va fabriquer des usines à gaz. Vous voyez, je suis très trivial, hein, j'emploie des mots, des mots crus, des mots simples. Je ne me berce pas dans du jargon stratosphérique. Oui, on risque de créer des usines à gaz. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut commencer simple. Il faut commencer par quelques briques, se les approprier, apprendre à s'en servir. Vous voyez, je ne sais pas comment dire, hein, les malaxer entre ses mains pour voir ce qu'on peut en faire. Et puis aussi, dans un projet, on voit combien ça coûte, on voit combien de temps ça dure, on voit les difficultés qu'on a. Je vais vous faire un aveu sur les projets. Hein. Un projet, c'est un machin qui dure 2 fois plus longtemps que prévu et qui coûte 3 fois plus cher que ce qu'on croyait au début. Je sais que c'est un peu rapide comme définition, mais pour moi, un projet, c'est à peu près ça. J'ai jamais vu un projet en avance et j'ai jamais vu un projet qui dépense moins que son budget. Ça m'est jamais arrivé, pourtant j'ai 60 ans. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans les projets. Au début, c'est que le projet vous permet d'apprendre. Et ça rend réaliste. Ça rend lucide. Ça évite de tomber dans l'utopie de on va construire une usine à gaz. Je me méfie beaucoup de la connexion trop rapide, de l'interfaçage trop rapide de trop de choses. Encore une fois, je vais utiliser une métaphore un peu éculée, c'est l'histoire de la chaîne. Hein, quand on dit le maillon faible fait la faiblesse de toute la chaîne. Au fond, quand vous avez une technologie, quelle qu'elle soit, et que cette technologie est composée de sous-ensembles, hein, de briques technologiques, si toutes les briques sont maîtrisées, ça marche bien. On peut faire bon du premier coup, comme on dit en qualité. Si une des briques est nouvelle, par exemple, vous faites une nouvelle voiture, mais elle a un nouveau type de boîte de vitesse. Par contre, tout le reste, c'est la même chose que le modèle précédent. Bon, il y a des chances que ça marche. Mais si, sur le nouveau modèle de voiture, vous avez mis une nouvelle boîte de vitesse, un nouvel embrayage, un nouveau moteur, un nouveau réservoir, un nouveau, je ne sais pas quoi, un nouveau système de frein et un nouveau système de... Excusez-moi, mais quelle est la probabilité que votre bagnole soit de bonne qualité? La réponse est à peu près zéro. C'est juste ça. Donc, vous avez besoin de maîtriser les briques une par une et d'être extrêmement prudent quand vous assemblez le jeu de Lego.
Si vous assemblez trop vite trop de pièces que vous ne maîtrisez pas, la probabilité que ça fonctionne, c'est 0,01%. Et il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à lutter contre l'effet usine à gaz ou l'effet complexité. Avons-nous encore quelques questions? Oui. Comment construire des modèles avec l'avènement du Covid-19 et le chamboulement de la supply chain? Oui, ça, alors en période de crise. Sommes-nous dans la description même du métier de l'assistant AMOA, je suppose de l'assistance à maîtrise d'œuvre, et question de perspective du point de vue d'un industriel fabricant, à quelle échéance verra-t-on une supply directement ex-factory sans passer par les grossistes? L'expérience utilisateur est essentielle, elle a être prise en amont par les concepteurs. Oui, alors je suis d'accord avec ces 4 remarques, ce sont des questions et en même temps des fortes suggestions, je suis complètement d'accord. Alors, l'histoire de la crise, que ce soit la crise d'épidémie ou toute autre crise, hein, on peut avoir des crises politiques, on peut avoir des tsunamis à Fukushima qui foutent en l'air l'économie du Japon pendant 6 mois, on peut avoir un jour, je ne leur souhaite pas, mais ça leur arrivera malheureusement, un tremblement de terre en Californie, et ce jour-là, vous allez voir ce qui va se passer avec les GAFA, quand tous les immeubles se seront écroulés. Enfin, on a de temps en temps des crises, hein, sans parler des pays en guerre et des crises militaro-diplomatiques, terroristes, etc., etc. Donc des crises, on en a. Alors, à mon avis, on a besoin de développer une culture de l'analyse de risque et des plans de sécurisation. En France, on l'a très peu. Moi, il se trouve que j'ai travaillé pendant 9 ans dans l'industrie chimique, donc je l'ai, mais pour avoir travaillé dans d'autres domaines aussi, je sais qu'on l'avait beaucoup moins. Alors après, chacune et chacun d'entre vous voit dans son entreprise ou dans les entreprises qu'il ou elle a fréquentées, est-ce qu'on a cette culture d'études de risque et de plans de sécurisation? Ça dépend. C'est très inégal. Moi, je crois profondément qu'on a besoin de la développer en France. D'ailleurs, si on l'avait un petit peu plus, on se serait rendu compte que des épidémies, il y en a tous les 3 ans. Il ne faut pas dire le Covid-19, il nous est tombé de la planète Mars. Avant, on a eu la grippe aviaire, on a eu le SRAS, on a eu le MERS, on a eu la vache folle, on a eu, il y en a tous les 3 ans des épidémies. Il faut arrêter de raconter des blagues. Hein, sans parler de la grippe espagnole en 1918, qui a d'ailleurs a tué 100 fois plus de personnes que le Covid, et pour lequel on n'a pas arrêté l'économie du monde. Donc, les crises, il y en a plein, et on n'a pas de culture de crise. Alors, je vais tout de suite à la réponse. Elle est double. La première, c'est que ces technos, au moins le big data et puis l'intelligence artificielle, le fait d'avoir des capteurs et plein de données, ça peut aider à faire des systèmes d'alarme, parce qu'une crise, quand elle arrive, si elle est détectée avec un système d'alarme, c'est toujours mieux que quand il n'y a pas eu d'alarme. Quand il y a le feu dans un bâtiment, s'il y a un système d'alarme, au moins on évacue les gens. Le bâtiment brûlera quand même, mais enfin au moins on ne tuera personne. C'est toujours mieux d'avoir un système d'alarme. Or, il y a une énorme fonctionnalité qui est due à ça. Et puis il y a une deuxième fonctionnalité, c'est la gestion de crise. C'est-à-dire quand vous êtes en gestion de crise, vous faites une cellule de crise qui est censée gérer la crise pour fonctionner en mode dégradé. Enfin, d'abord éteindre l'incendie et puis le lendemain continuer à livrer les clients, mais dans les conditions qui ne sont pas normales. Il y a des décisions à prendre. Donc si on n'a pas de plan de sécurisation et si on n'a pas une aide à la décision, c'est ingérable. La cellule de crise qui n'a pas de données, qui ne sait pas comment ça fonctionne, comment voulez-vous qu'elle prenne des décisions? Une cellule de crise n'a de sens que si elle est alimentée en informations et si elle a des outils d'aide à la décision. Autrement, ça ne marchera jamais. Donc, le Covid n'est qu'un exemple aujourd'hui. C'est sûr que c'est un exemple massif. Mais de manière générale, ces techniques nous aident à gérer les crises. Deuxièmement, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors moi, je pense que les métiers d'intégrateur, les métiers d'assistance à maîtrise d'ouvrage, tous ces métiers, on va dire, de spécialistes qui viennent travailler pour le compte d'une entreprise utilisatrice, je pense que ça, c'est un filon. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller là-dedans, enfin, pour celles et ceux que ça intéresse, il y a du business à développer. Ça va grossir, c'est évident. Vu de la part d'un industriel fabricant, à quelle échéance supprimera-t-on les grossistes et les intermédiaires? Alors, vous avez à la fois une désintermédiation, c'est-à-dire que tous ces systèmes-là vous permettent de rentrer très directement en contact entre le producteur et le consommateur. Ça, c'est très, très intéressant. Maintenant, il ne faut pas non plus avoir l'utopie du circuit court partout. Hein. Les intermédiaires ont leur intérêt. Les négociants, les traders, les importateurs, ils ont leur intérêt. En gros, quelle est la valeur ajoutée d'un trader? Parce qu'on se dit, le trader, il achète et revend, donc il ne transforme pas. Alors en gros, c'est un parasite qui prélève 30% au passage. Non, pas exactement. Parce qu'il transporte.
parce qu'il assure le stockage, parce qu'il amortit les variations de prix, parce qu'il garantit la disponibilité, parce qu'il s'occupe des procédures d'import-export, parce que, et puis peut-être il les optimise, j'espère. Il fait de l'optimisation fiscale d'une certaine façon, en étant propriétaire du stock à un endroit où on paie moins d'impôts. Après, moi, je ne veux pas rentrer dans des débats sur l'éthique de l'optimisation fiscale, mais tant qu'on l'a fait en respectant les lois, il n'y a pas de raison que ça pose un problème. Et puis surtout, quelqu'un qui est un négociant, c'est quelqu'un qui achète des grosses quantités et qui revend en petites quantités. Autrement dit, moi, si je vais chez ArcelorMittal pour dire bonjour, monsieur Mittal, je voudrais acheter 1 kilo d'acier, monsieur Mittal, il va dire moi, je ne détaille pas kilo par kilo. Allez voir chez le distributeur. Donc, la désintermédiation, oui, dans beaucoup de cas, mais il ne faut pas oublier que le rôle de l'intermédiaire commercial, quand il joue vraiment son rôle, il a une vraie valeur ajoutée dans le système. Il permet de mettre à disposition une petite quantité à un endroit, alors que le client n'aurait pas pu acheter la grosse quantité qui en plus se trouve ailleurs. Ça, c'est essentiel. Alors après, je sais qu'il y a tout dans le monde. Hein. Il y a aussi des gens qui prennent des marges au passage pour pas avoir fait grand-chose. Mais ça, c'est pas à moi de les condamner. Et puis, la dernière question, c'était l'expérience utilisateur est essentielle. Oui. A-t-elle été prise doit-elle être prise en compte en amont par les concepteurs? La réponse est oui. Dans ma vie, j'ai fait tous les métiers, hein, y compris du bureau d'études, de la conception et même du technico-commercial. Enfin, j'ai eu le temps d'en faire des métiers en presque 40 ans de carrière. En fait, oui. Mais c'est même une vieille règle en matière de gestion de la qualité. Ça, je me souviens, ça fait plus de 30 ans qu'on dit ça. Un produit bien conçu est un produit qui sera de bonne qualité. Donc en fait, c'est dès le début, toute l'ergonomie, toute l'expérience utilisateur, la facilité d'emploi, tout ça, c'est dès le début qu'il faut le prendre en compte. C'est dès le cahier des charges. C'est pas une fois que le système est développé qu'il faut se dire ah oui tiens en plus il faudrait faire une interface homme-machine parce qu'on n'y avait pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a un utilisateur à la fin. Non, ça c'est juste pas possible. Il faut depuis le départ penser que tout ce qu'on met en place va être utilisé par quelqu'un. Si on a le mythe en tête de dire mais on va mettre tout le monde au chômage et on va remplacer tout le monde par des ordinateurs, alors effectivement, je reconnais qu'il n'y a plus beaucoup de problèmes d'ergonomie, de gestion du changement ou d'interface homme-machine. Mais comme jusqu'à preuve du contraire, c'est encore pas arrivé, même si on réduira des effectifs dans l'avenir, il ne faut pas se leurrer, on aura de toute façon des utilisateurs humains. Donc on aura ces questions d'ergonomie, d'interface, de facilité d'utilisation, d'expérience utilisateur. Si on ne les prend pas en compte dès le début, je pense que, alors je ne vous dirai pas le plantage est assuré parce que le pire n'est jamais sûr, mais en tout cas, on se crée, par maladresse, on se crée des problèmes. Donc on ferait mieux dès le départ de se poser des questions comme ça. Je ne citerai pas de nom, ni de RP, ni d'entreprise, mais dans ma vie, il se trouve, j'ai même été à un moment donné directeur de projet pour installer des ERP. Hein, ça remonte à 20 ans. C'est au moment où on faisait peur à tout le monde en leur disant vous savez avec le bug de l'an 2000 il faut vite tout changer, hein, sinon c'est l'apocalypse. C'est exactement ce qu'on dit aujourd'hui avec la disruption, hein. Si vous ne mettez pas des robots partout, demain vous êtes mort. C'est un langage millénariste. Donc je me suis rendu compte que quand on mettait en place des ERP qui étaient très lourds et très compliqués, hein, en fait une fois qu'on démarrait, qu'est-ce qu'ils disent les utilisateurs en général? Ils disent j'y comprends rien dans les menus, c'est trop lent, je ne peux pas éditer le rapport ou le tableau que je veux. Quand je demande à l'informatique de me reparamétrer un tableau un peu plus lisible, ils me disent oh là là, il faut faire un change request et puis de toute façon on n'a pas le budget. Donc en fait, ça montre bien qu'on a une inculture, enfin, ou une culture d'incompétence. Quand on fait des très grands projets, on sous-estime toujours l'utilisateur. Ça, c'est gravissime. C'est à peu près comme si un constructeur de voiture, il vous sortait un super moteur avec une super boîte de vitesse et un super embrayage, mais ce n'était pas possible de s'asseoir dans le siège et on n'arrivait pas à tourner le volant. Enfin, je suis désolé, ce n'est pas une métaphore. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Donc on a besoin que dès le début de la conception, ça soit pris en compte, parce que c'est absolument clé. Malheureusement aujourd'hui, ça ne l'est pas encore assez. J'espère quand même que, comme on n'est pas le seul à le penser, de plus en plus de gens le pensent, j'espère que dans les années qui viennent, ça n'ira que dans le bon sens. Avons-nous encore quelques... Oh là, la liste de questions s'est encore allongée. Alors, non. Est-ce que
Vous avez encore d'autres questions ou est-ce que vous souhaitez qu'on arrête là, sachant que vous avez mon adresse email et vous êtes bienvenue si vous voulez continuer la discussion par d'autres canaux. Est-ce que vous avez encore d'autres questions pour aujourd'hui? Si on n'a plus d'autres questions, je voudrais vous remercier pour votre attention et votre patience. J'espère que ça aura pu vous donner quelques idées. Idées pratiques, hein, pas des idées fumeuses et stratosphériques, hein, des idées concrètes de choses que vous pourriez faire dans les prochains mois, dans vos entreprises, dans votre activité. Euh, Pas forcément 50, ne serait-ce qu'une, deux ou trois. C'est ce que j'ai essayé de vous dire aujourd'hui. Mon message, c'était il faut commencer petit et pas à pas. Et puis, plus on commence tôt et plus on a des chances de finir tôt. Voilà. C'est ni une attitude attentiste en disant on le fera quand les autres concurrents l'ont fait, ça c'est idiot, mais c'est pas non plus on se lance à corps perdu à vouloir tout faire trop vite. Il faut trouver juste la bonne voie. Voilà, je voudrais vous remercier et vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne après-midi. Au revoir et merci beaucoup pour votre attention.